D'après la version officielle, le 7 octobre, c'est 1400 victimes israéliennes de la bestialité sauvage du Hamas. Je pense qu'on doit vérifier, on a le droit et on a l'intérêt pour ne pas se faire manipuler. Une première remarque, c'est que parmi les victimes, il y a, d'après les stats officiels, près un peu moins de 400 soldats et forces de sécurité. C'est une armée d'occupation illégale dans un pays qui ne leur appartient pas. Donc, c'est une résistance légitime, l'ONU le dit aussi. Et il y a un problème, c'est que c'est pas très logique. Si le but est de faire des prisonniers et d'avoir des otages, et on peut discuter si c'est légitime ou non, mais c'est pas logique alors de massacrer bestialement des otages, et il vaut mieux en avoir beaucoup. Ça permettra de les échanger contre, il faut quand même le rappeler, 7000 prisonniers politiques. Ça, c'est des otages, parce que c'est des prisonniers politiques, souvent sans jugement ou jugement bidon. Et donc, qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'otages et qu'il n'y ait pas l'obligation de faire des échanges de prisonniers? Est-ce que ça s'est produit involontairement, ces victimes, ou volontairement? On va faire une enquête sur les différentes opinions, les différentes hypothèses, pardon, les opinions aussi. Et une première chose, c'est qu'il faut constater que dans le kibbutz, dont on a beaucoup parlé, où il y avait beaucoup de victimes sauvages, nous disait-on, tuées sauvagement, on voit une destruction avec des armes lourdes, très très lourdes, comme vous voyez sur ces images. C'est vraiment des destructions énormes. Et donc, la question qui est logique, est-ce que c'est possible que ce soit provoqué par des gens qui se déplacent avec un équipement très léger, des motos, à pied, en parapente? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire de telles destructions? Alors, on va écouter la très officielle télévision israélienne I24 News. C'est la télé de Patrick Drahi, aussi propriétaire de médias pro-Israël en France. Et cette télé publie un reportage. Je rappelle que c'est elle aussi qui avait publié le fake news sur les bébés décapités. Voici ce qu'ils nous disent quand ils présentent cette affaire-là. Walking through the small pathways of the kibbutz feels like entering a war zone. Small and quaint homes bombarded or destroyed. Children's toys lying around, well-maintained lawns of grass ripped up by the tracks of an armored vehicle, perhaps a tank. The smell of death fills the air. Donc, vous avez remarqué, je traduis, que même ce journaliste officiel signale que des maisons petites et pittoresques ont été bombardées ou détruites et des pelouses bien entretenues ont été arrachées par les chenilles d'un véhicule blindé, peut-être un char. Perhaps a tank, c'est dans 1:44 la vidéo qu'on trouve sur Twitter pour I24 News. Clairement, il n'y avait pas de char du côté des combattants de la résistance palestinienne. Et donc, ces destructions, il faut les analyser. Et il y a eu un reportage, parce qu'il paraît en fait beaucoup plus de choses dans la presse israélienne que dans la presse occidentale, ça c'est très curieux. Et donc dans le journal Haaretz le 20 octobre, un journaliste qui s'appelle Nir Hasson est retourné à Be'eri et a interviewé un résident local nommé Tuval, qu'on voit ici fouiller dans les décombres parce qu'il a eu la chance d'être loin du kibbutz au moment de l'attaque. Sa partenaire a été tuée et le journaliste dit: sa voix tremble quand sa compagne qui était assiégée dans son abri lui vient à l'esprit. Selon lui, selon Tuval Escapa, ce n'est que le lundi soir que les commandants sur le terrain ont pris des décisions difficiles, je cite, y compris le bombardement des maisons avec tous leurs occupants à l'intérieur afin d'éliminer les terroristes avec les otages. Je répète, bombardement des maisons avec tous leurs occupants à l'intérieur afin d'éliminer les terroristes avec les otages. Ça, c'est pas le Hamas qui peut l'avoir fait. Et sa conclusion, le prix à payer a été terrible. Au moins 112 habitants ont été tués là-bas. Et donc, il y a un témoignage qui dit que de nombreux captifs israéliens étaient encore en vie le lundi 9 octobre, 2 jours après les événements du samedi 7 octobre. Alors,
il peut y avoir il y a des prisonniers qui ont été tués dans des tirs croisés d'une réponse le premier jour, le 7. Et ça, on va le voir tout de suite. Mais ça veut dire ici que, et c'est ce que le journaliste dit, la décision d'attaquer le kibbutz et tous ceux qui s'y trouvaient a été prise comme un calcul militaire clair. Il convient, dit-il, d'enquêter sur les personnes qui ont causé ces morts. Et ça, je dirais, d'autant plus que maintenant, ces morts sont utilisés pour justifier la destruction de Gaza et le meurtre de milliers de civils. Il y a aussi, on voit ici le niveau des destructions relaté par Tuval Escapa. Il y a un témoignage dans un autre journal qui est Yediot Aharonot, qui dit « Les pilotes se sont rendus compte qu'il était extrêmement difficile de distinguer qui était un terroriste et qui était un soldat israélien ou un civil. La cadence de tir contre les milliers de terroristes, était énorme au début, et ce n'est qu'à un certain moment que les pilotes ont commencé à ralentir les attaques et à sélectionner soigneusement les cibles. Et donc, on explique que les pilotes Apache se sont rendus compte qu'ils faisaient une grande confusion, qu'ils ont réduit la cadence de tir, et donc la question qui se pose, volontaire ou involontaire. Et ça s'est posé aussi à propos des morts du festival de musique électronique Nova, qu'on a appelé la Rave Party. Et là, je lis dans cet article que les hélicoptères Apache semblent s'être concentrés sur les véhicules qui ramenaient à Gaza depuis le festival de musique électronique, attaquant des voitures en sachant, je souligne, apparemment que des captifs israéliens pouvaient se trouver à l'intérieur. Ils ont également tiré sur des personnes non armées qui sortaient de leur voiture ou marchaient à pied à travers les champs. Et là, il y a toute une discussion, c'est dans un journal israélien, mais c'est de nouveau pas dans les journaux occidentaux. Dans le journal Mako, les pilotes de l'armée de l'air admettent « Nous n'avons pas réussi à nous défendre, nous nous sentons très mal ». Et le principal point de critique dans le contexte de l'armée de l'air, dit l'article, c'est que déjà vendredi soir, le Shin Bet, donc le service d'espionnage israélien, a fait savoir que samedi devait être un jour de bataille. Le Shin Bet affirme que l'info a été transmise directement à l'armée de l'air ainsi qu'à d'autres organes de Tsahal, mais les pilotes d'Apache disent que lors de leur conversation avec le commandant de l'armée de l'air, le major-général Bar a dit que l'armée de l'air n'avait aucune information jusque le samedi matin 6h30 lorsque les barrages de roquettes ont commencé. Donc, est-ce que Netanyahou savait? Est-ce qu'il a laissé faire? Est-ce qu'il lui voulait des victimes pour justifier ce qu'il avait préparé? C'est une partie de la discussion. Et en tout cas, un pilote d'Apache dit dans cette interview « Je choisis des cibles comme ça, où je me dis que les chances que je tire ici sur des otages sont faibles, mais il admet que son jugement n'est pas fiable à 100%. Alors, on va maintenant prendre le témoignage d'une rescapée de cette bataille. C'est Yasmine Porat, interviewée par une radio israélienne tout à fait officielle. Et je vais vous le passer, c'est en anglais, mais c'est très court, et après on traduira. C'est un témoignage très émouvant. D'abord, elle a vécu quelque chose d'infernal. Son compagnon est mort. Et avec tout ça, elle tient à témoigner et son récit contredit la version officielle israélienne et la version officielle des médias occidentaux qui non plus n'en parlent jamais. On va écouter Yasmine Porat. שעה מאוד מאוד מתוחה והרגשנו בפחד שלא יתואר, ואחרי שעה הם מצליחים לפרוץ את הממד ומוצאים אותנו, את ארבעתנו, לבית ליד שכבר בו שהו 8 בני ערובה נוספים. אנחנו מצטרפים ל8 האלה ואנחנו הופכים להיות בערך כ12 בני ערובה עם 40 מחבלים ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור. הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי את מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים.
נכון, אבל אחרי שעתיים, בקיצור, בהתחלה לא היה שום גורם ביטחוני איתנו, אנחנו אלה שהתקשרנו במשטרה יחד עם החוטפים, כי החוטפים רצו שהמשטרה תגיע, כי המטרה שלהם הייתה לחטוף אותנו לעזה, לא לרצוח אותנו. ואחרי שעתיים שאנחנו נמצאים שם עם החוטפים, מגיעה המשטרה, מתנהל קרב ירי שהמשטרה שלנו מתחילה אותו, קרב ירי מאוד מאוד קשה מבחינת כמות התחמושת שעברה שם, או לא בסיומה, במהלכה, אחד המחבלים החליט להיכנע, זה מחבל שיצר איתי קשר במהלך השעתיים האלה, יצרתי קשר עם כמה מהחוטפים, אלה ששמרו על הבני הערובה. כן. והוא מחליט להשתמש בי כמגן אנושי, הוא מחליט להיכנע, אני לא מודעת לזה באותם רגעים, זה בדיעבד, הוא מתחיל להתפשט, הוא קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש, אני צועקת בזמן הזה לימ"מ כשהם יכולים לשמוע אותי שיפסיקו לראות כן. ואז הם שומעים אותי ומפסיקים לראות. אני רואה על הדשא של בגינה של האנשים מהקיבוץ שיש 5 בני ערובה ששוכבים או 6 על האדמה בחוץ, ממש כצאן לטבח מול הירי של הימ"מ שלנו והמחבלים. הטרוריסטים ירו בהם? לא, הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לפסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. אני משוחררת בסביבות השעה 5:30. Voilà. Quand je vous disais, on va écouter, je voulais dire, lire les sous-titres de l'interview. Je la traduis en français. Elle dit donc qu'il y avait 12 otages. Ils nous ont traités de façon très humaine, ils nous donnaient à boire, ils nous ont même rassurés. Leur objectif n'était pas était de nous kidnapper vers Gaza et pas de nous assassiner, mais une bataille de tir a été déclenchée par notre police israélienne avec beaucoup de munitions. Un des combattants décide de se rendre, il la prend en bouclier humain, elle crie aux forces israéliennes arrêtez de tirer, ils arrêtent, et donc quand elle sort, elle voit qu'il y a une série d'otages israéliens qui sont tués là dans la pelouse. Le journaliste dit tués par les terroristes, non, tués par les échanges de tirs. Le journaliste hésite, mais il fait son travail, il pose la question et il dit est-ce que nos forces peuvent les avoir tués? Oui, absolument, indiscutablement. Ils ont éliminé tout le monde, y compris les otages. Elle parle un peu plus loin de 2 chars et que c'est à ce moment-là, quand les chars ont tiré, que tout le monde a été tué. Le journaliste répète par nos forces et elle répète encore une fois indubitablement. Donc, jamais ce témoignage n'est cité et c'est clair que on doit vraiment se poser la question. Il y a aussi dans le festival, dans les gens qui fouillaient l'attaque autour du festival ou de la rave party, une habitante d'Ashkelon, Danielle Rachiel, qui raconte, je cite, « Lorsque nous avons atteint le rond-point d'un kibbutz, nous avons fui les forces de sécurité israéliennes, nous avons gardé la tête baissée parce que nous savions automatiquement qu'ils se méfieraient de nous dans une petite voiture déglinguée, de la même direction d'où venaient les terroristes et nos forces ont commencé à nous tirer dessus, dit cette citoyenne israélienne. Nos vitres ont volé en éclats, ce n'est que lorsqu'on a crié en hébreu « nous sommes israéliens » que les tirs ont été cessés et qu'on a pu être mis en sécurité. Donc ça c'est un témoignage qui renforce l'hypothèse que c'était des tirs involontaires dans la confusion avec beaucoup de victimes. Mais il y a une autre hypothèse. Et là, il faut parler 2 minutes de la fameuse doctrine Hannibal. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en 2009, il y a déjà eu un article de Jonathan Cook sur son site là-dessus, où il raconte un cas où les forces de sécurité israéliennes ont tué un Israélien qui allait vers Gaza et qui voulait escalader le mur. Il s'agissait d'une personne avec de grands problèmes psychologiques. Et donc, cette directive Hannibal disait que en fait c'était des versions écrites top secrètes ou uniquement des versions orales destinées au commandant, et la version dit et ça a été encore répété en 2009 justement dans une chaîne de télévision, la 10 en Israël, un officier du bataillon 501 de la brigade Golan dit, je cite,
aucun membre de la troupe du bataillon 501 ne doit être kidnappé à n'importe quel prix, dans aucune situation, même si cela signifie faire exploser une grenade en sa possession, se tuer et tuer ceux qui tentent de l'enlever. Et donc, au cours de l'opération Plomb Durci, on a eu des événements comme ça, et donc il y a une doctrine qui officiellement est abandonnée, mais l'est-elle vraiment, qui dit que pour éviter des otages et des échanges de prisonniers, il faut tuer les soldats ou civils israéliens qui seraient entre les mains de la résistance palestinienne. Donc, on a de bonnes raisons de mettre en question et d'enquêter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des crimes de guerre qui ont été commis à cette occasion. Personne ne peut être actuellement certain de l'ensemble de ce qui s'est passé. Il faudrait une enquête qui évidemment est et sera refusée par Netanyahou. Et en attendant, il faut être prudent et il faut se rendre compte aussi que l'ambassadeur, je montre ici les autos calcinées qui ont été montrées par la télévision israélienne, et encore une fois, il faut se poser la question, est-ce qu'avec les petits équipements légers, les armes légères qu'ils avaient, les combattants palestiniens pouvaient provoquer ça? On a eu à l'ONU, l'ambassadeur à l'ONU qui s'appelle Gilad Erdan, il a montré des photos et il a montré un code QR pour qu'on puisse aller voir ce qu'il disait, nous combattons des animaux, scanner pour voir les atrocités du Hamas. Et là, un témoin a été scanner le code le même jour à midi, et il a trouvé, dit-il, 8 images macabres de corps brûlés et des parties du corps noirci, une pile de cadavres d'hommes complètement carbonisés, entassés dans une benne à ordures. Il pose la question, est-ce que les sauveteurs et médecins israéliens se seraient débarrassés des morts israéliens juifs de cette manière? Certainement pas. Et tous les Israéliens tués le 7 octobre semblent avoir été, dit-il, rassemblés dans des sacs mortuaires individuels et transportés à la morgue. Donc, il pense que ces photos qui ont été évoquées par l'ambassadeur étaient des photos de combattants du Hamas tués par les forces de sécurité, et on a vu d'autres vidéos que ces soldats ont fait circuler, où on les voit pisser dessus, mutiler leur corps, etc. Donc, jeter ces corps-là dans une benne à ordures semble plus logique. Ce qui s'est passé, c'est que 12 heures après, l'histoire de la benne à ordures, l'image, elle a disparu. Elle a complètement disparu, et donc la question logique est, est-ce qu'on l'a supprimée parce qu'elle montrait des combattants du Hamas incendiés par un missile israélien et pas des Israéliens brûlés vifs par le Hamas. Les services du gouvernement israélien ont organisé une projection pour les journalistes que vous voyez ici, les journalistes occidentaux. Et cette projection a rassemblé, je cite, 200 membres de la presse étrangère pour 43 minutes de scènes poignantes de meurtres, de tortures et de décapitations. Et le gouvernement l'a organisé pour montrer aux journalistes une partie de sa documentation pour dissiper le phénomène de négation de l'Holocauste, fermez les guillemets. Il faut remarquer que les journalistes n'ont pas été autorisés à filmer la projection qui s'est déroulée sur une base militaire fermée. Dans cette projection, le major général Edelstein, qui a informé les journalistes après le visionnage, a aussi ajouté que nous avons, je cite, des preuves de viol, mais nous ne pouvons pas les partager. Il y a une image ici dont je ne montre qu'une partie. La réalité, l'image complète est accessible, mais je choisis de ne pas la montrer. Et il faut remarquer que c'est un classique de toutes les propagandes de guerre de dire que l'ennemi est en train de violer les femmes. Et cette chose-là a été fort utilisée, puisqu'au-dessus de l'image, vous voyez un tweet qui a été adressé à Greta Thunberg, qui a pris position contre Israël pour la liberté de la Palestine, et on dit, voilà, une femme qui a été violée et brûlée vivante. Et ils font ça au nom de la Palestine libre.
En réalité, dans cette image-là, il y a toute une contestation sur... il n'y a absolument aucune preuve de ça. Il y a toute une contestation, mais je fais court sur cette question-ci, pour venir à la conclusion. En fait, la question qui se pose aux médias, c'est Netanyahou est connu comme étant un menteur, je ne vais pas dire pathologique, mais un serial menteur. Chirac l'avait dans une confidence, pour un livre, déclaré qu'il avait dit à Netanyahou, et c'était confirmé par l'ambassadeur d'Israël, pardon, je ne crois pas à un mot qui sort de votre bouche, toute votre politique consiste à provoquer les Palestiniens. Il l'a dit en face de Netanyahou, et il paraît que la rencontre était glaciale, on peut l'imaginer. Sarkozy a dit la même chose. Dans une conversation privée avec Obama, il ne savait pas que le micro était ouvert, si je me souviens bien, c'est passé en 2011, Sarkozy a dit Obama, Netanyahou, il ment tout le temps, j'en ai marre. Les rédactions des médias occidentaux savent tout ça, savent que Netanyahou est un serial menteur. Donc comment est-ce qu'elles ont pu nous sommer de croire qu'il fallait croire Netanyahou sur parole, qu'elles ont négligé de vérifier, elles ont demandé aucune preuve des affirmations, elles ont écarté des objections et des doutes qui sont légitimes. Donc, est-ce qu'on a fait là de l'info ou de la propagande? Et pire, on a essayé de nous intimider. D'une part, on nous exclut des débats, et quand il y avait de rares personnes qui contredisaient le point de vue d'Israël, on commençait toujours par leur dire « Condamnez-vous le Hamas, condamnez-vous les atrocités, qu'êtes-vous solidaire des 400 victimes civiles qui ont été tuées par le Hamas, etc. etc. » On a même été menacé d'aller en prison en France pour apologie du terrorisme, des manifs ont été interdits, des choses comme ça. Et pour ma part, j'ai eu un débat sur cette question avec l'émission Les Incorruptibles de Morillo. Et sur l'accusation, sur la condamnation. Dit, les bébés décapités, non, je condamne pas, je vérifie. C'est complètement bidon. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Voilà. Et donc, c'était tout le temps comme ça. On n'avait pas le droit de vérifier. Et moi, j'ai dit dans cette émission, je veux vérifier, et je pense qu'il fallait. Parce que en Irak, en 91, on a déclenché la guerre contre l'Irak sur base du fameux média mensonge des couveuses soi-disant volées par les Irakiens à Kuwait City, avec une jeune fille qui se prétendait l'infirmière qui avait assisté à tout ça, et en réalité c'était la fille de l'ambassadeur, elle n'avait jamais été dans cet hôpital. On a eu la même chose à propos de la Yougoslavie, génocide, camp de concentration, ça s'est avéré fake news. On a eu la même chose avec Libye, Kadhafi allait massacrer toute sa population, le Parlement britannique a confirmé après que c'était un fake news. On a eu Chavez accusé d'avoir fait tirer sur la foule et donc un coup d'état militaire contre lui, c'était encore un fake news. On a eu les armes de destruction massive en 2003 cette fois-ci, avec la fameuse petite fiole de Colin Powell à l'ONU. Moi, dans ces cas-là, et aussi pour l'Ukraine et la soi-disant révolution démocratique de Maïdan, qui était un coup d'État des États-Unis, j'ai toujours dit, on vérifie, on est prudent, on prend le temps et on ne croit pas à la propagande sur parole. Et donc, il fallait vérifier à chaque fois. Et donc, c'est la question qui se pose maintenant. L'opinion est en train d'évoluer. L'opinion se rend compte que Israël opère un massacre absolument criminel, qu'il ment sur toute une série de choses, et l'opinion est en train d'évoluer. Donc, je pense que aussi sur le 7 octobre, il faudrait une enquête. En attendant, il faut exercer son esprit critique. Ça ne veut pas dire qu'on refuse de compatir, ça veut dire que oui, on est solidaire des victimes et on veut tout faire pour arrêter ces souffrances et ce conflit, mais on refuse d'être manipulé pour soutenir en fait Israël dans une opération
de massacre alors qu'il est l'agresseur depuis 75 ans. Et donc, voilà, je pense que on doit absolument, l'esprit critique, ça fait partie de la vigilance sur l'information, ça fait partie de la bataille pour la paix. On ne se laisse pas entraîner à approuver une guerre parce qu'on a vu des images. On vérifie, on contrôle, on discute, on exige des comptes. Voilà. L'éducation aux médias, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre Ukraine, la guerre des images. Et il y a un exemple très clair. Au tout début, on nous dit le 24 février, voilà, Poutine envahit l'Ukraine et un papa va se battre contre lui et il dit adieu à sa petite fille sans savoir s'il la reverra jamais. Sauf que l'image, elle est vraie, mais le contexte, il est faux. Ça s'est passé 3 jours plus tôt, bien avant l'intervention russe. Et donc, que fait ce papa? En réalité, il défend sa fille, il la met à l'abri, et la maman aussi, parce que Zelensky est en train de bombarder l'est de l'Ukraine. Et donc, vous voyez, une image peut mentir, l'émotion peut être manipulée. On doit absolument être très vigilant sur ça. Et voilà, je pense que Investigation, c'est pour cette raison qu'il a lancé Télé-Palestine, animé par Candice Vanek, qui donne la parole aux Palestiniens, avec des émissions, des interviews tous les jours qui vous permettent d'écouter l'autre point de vue, ce qui est caché par les médias, et de vous rendre compte de ce qui se passe vraiment. Donc Télé-Palestine, bien entendu, vous pouvez trouver sur Investigation ces excellentes vidéos, vous pouvez les recevoir aussi sur WhatsApp et les partager sur tous vos réseaux. On a besoin de continuer, de même encore augmenter le travail de Télé-Palestine, donc on a besoin de vos dons que vous pouvez faire sur notre site ou en écrivant à cette adresse. Partagez toutes ces informations, s'il vous plaît, sur tous les réseaux. Aidez-nous. Ça veut dire exercer votre esprit critique. Ça veut dire partager, discuter. Et c'est vraiment la condition pour la bataille pour la paix. Merci.